Peut-être que je le sous-estime, tu me diras ce que t'en penses toi. Pour moi, Makhachev, il peut pas striker avec Oliveira. En tout cas, pas sur 5 rounds. Impossible. En fait, pour moi, c'est simple. Si je devais décrire la situation, j'aurais plus peur d'être enfermé dans une cage pendant 5 minutes face à un Charles Oliveira qu'un Islam Makhachev. We the GOAT. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. We the GOAT. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the label. We the GOAT. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We too far, we the best now, we the GOAT. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, on est accompagné de notre invité hebdomadaire. Karl, comment tu vas? Je vais très très bien, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de revenir. J'espère que tu vas bien et j'espère que vous tous chez vous, où que vous soyez, vous allez bien les gars. Let's go. On est super bien là actuellement les gars parce que il y a le fameux, celui qu'on attendait tous, hein, très grosse magnitude, l'UFC 280 à Abu Dhabi, à Thaïlande, Charles Oliveira, qui est head of Bronx, face à Islam Makhachev. Une très grosse guerre déjà sur les réseaux sociaux, hein, avec les deux propagandes. Deux camps, deux propagandes. Team Oliveira, Team Makhachev. Ça, c'est vraiment l'indicateur qui montre les gros combats mondiaux, voilà. Peut-être, ça c'est à débattre, peut-être pas autant, peut-être autant, mais c'est pratiquement du niveau de Conor Nurmagomedov. En tout cas, ça, voilà, comme tu dis, les deux camps le prouvent sur les réseaux. C'est vraiment un combat de très 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 grosse magnitude. Très très haute tension. Donc là, dans cette émission, qui va durer à peu près une trentaine de minutes, on va revenir sur les 3 combats principaux de la carte, les 3 derniers combats, à commencer par Petr Yan, le premier de la catégorie Bantam, face au 11e Sean O'Malley, Sugar Sean. Et là, c'est intéressant hein, parce qu'on va expliquer, on va exposer les odds. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, moins 305 favoris Petr Yan et plus 255 underdog Sean O'Malley. On voit que là, Petr Yan, clairement, est au-dessus selon les bookmakers. Pas trop de respect vis-à-vis de Sean O'Malley. Il n'y a pas ce danger vis-à-vis des bookmakers, des analystes américains. Qu'est-ce que déjà toi tu penses de ces premières analyses? Alors moi, voilà, pas étonnant pour moi comme odds. Je suis plutôt d'accord avec les bookmakers. On a un Petr Yan qui a beaucoup plus de gros combats dans la KT. Il a affronté des José Aldo, il a affronté des Aljamain Sterling. La première fois, il dominait Aljamain Sterling, il a perdu. Il aurait eu la ceinture s'il n'avait pas fait ce coup de genou illégal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Petr Yan, voilà, a fait beaucoup plus de grosses guerres. Après, pour ce qui est du plan vraiment technique, si on analyse la confrontation, les gens soulignent surtout le fait que ce soit un combattant beaucoup plus solide quand même, beaucoup plus dur que Sean O'Malley. Sean O'Malley, on va dire que tu vois, son menton n'a pas vraiment encore été mis à l'épreuve. Il n'a pas encore été dans des guerres où il se mangeait plusieurs coups sur 5 rounds, tu vois. Petr Yan, lui, il les a fait les championship rounds, il les a fait face à des combattants très dangereux. Et voilà, je pense que niveau expérience de combat, niveau adversité, Petr Yan a un gros avantage. Maintenant, voilà, on connaît Sean O'Malley, c'est un striker vraiment talentueux. Voilà, le petit point d'interrogation, ça va être vraiment sur sa dureté et sa résistance, sa résilience à faire 3 rounds en se mangeant des bombes. Quoi dire de plus, des bombes. Ce match-up là, il est assez intéressant. Est-ce que toi, tu vas dans le sens de ceux qui disent que Petr Yan, c'est un slow starter? Du coup, il lui faut 1 ou 2 rounds pour commencer. Et le fait que ce soit une configuration en 3 rounds, ça favorise Sugar Sean O'Malley. Je pense que le fait que ça soit un combat en 3 rounds, en tout cas, donne plus de chance à O'Malley de s'en sortir. Je pense que 5 rounds, ça aurait été compliqué, surtout dans le round 4 et 5. Mais là encore, point d'interrogation sur son cardio. On ne sait pas trop ce qu'il vaut sur plus de 15 minutes. Mais là, voilà, il n'y aura pas plus de 15 minutes. Donc ça, c'est très intéressant pour lui. Je pense qu'il peut prendre 2 rounds et prendre le combat. Mais je ne le vois pas finir un Petr Yan, que je vois beaucoup trop solide. C'est ça la question. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, excuse-moi de te couper, Sean O'Malley, il y a des grandes chances qu'il prenne le premier round. Et pourquoi pas le deuxième, en se faisant complètement détruire sur le 3e. Mais attention à la décision. Ou à la split decision. C'est ça. La question pour moi, c'est est-ce que Sean O'Malley va tenir face à la pression, à la tension? Parce que moi, je ne vois pas ce combat-là. Je pense que, on va dire, pour les deux, il est préférable qu'il y ait un finish.
C'est-à-dire que pour Petroyan, il est préférable qu'il finisse un O'Malley parce que je pense qu'il y ait des chances. Je dirais pas que c'est du 50-50, mais il y a 60, on va dire il y a 35-40% de chances qu'il puisse se faire outstriker les deux premiers rounds. Du coup, vaut mieux viser les jambes. C'est low kick. On sait très bien que la jambe avant, elle est fragile. Surtout face à un Petroyan. Même Munoz a réussi à causer des dégâts à la jambe avant de Sean O'Malley. Alors, un Petroyan, qu'est-ce que ça va donner? Moi, c'est ce qui me pose juste, ce qui m'effraie un peu, c'est juste, on va dire, est-ce qu'il va être assez solide, on va dire, sur ses appuis, et notamment pouvoir checker ce qu'on appelle calf kick de Petroyan. C'est ça. On sait que ça, c'est voilà, son talon d'Achille à Sean O'Malley, ce mollet de la jambe avant. Maintenant, voilà, je pense qu'il le sait stratégiquement, il va essayer de pas exposer sa jambe. C'est un de ses gros points faibles et je pense qu'il est foutu s'il l'expose. Petroyan, il va pas hésiter à la détruire sur 3 rounds. Maintenant, comme tu dis, 3 rounds c'est faisable. Même si nous, je t'avoue, on le voit pas mettre KO un Petroyan, je pense qu'il peut prendre 2 rounds. C'est un combattant intelligent et il faut pas oublier. Si on parle vraiment de l'aspect technique, c'est son anglaise. Pour moi, son anglaise, elle est au-dessus de celle de Petroyan. Après, Petroyan, voilà, c'est un combattant de Muay Thai, de kickboxing. Ses jambes, elles sont dangereuses. Il a plus d'armes, en fait. Il a plus d'armes, mais il a, pour moi, une moins bonne anglaise. Donc, à voir. Ah, donc pour toi, Petroyan a une moins bonne anglaise que Pour Sean moi, O'Malley. Petroyan a une moins bonne anglaise. Si on parle de l'anglaise, maintenant, je pense que c'est un striker plus complet ou qui a plus d'armes au niveau striking. Ok. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que Petroyan a une meilleure anglaise. Non, Sean O'Malley. Ouais, Sean O'Malley. Pardon, j'irais pas jusqu'à dire que Sean O'Malley a une meilleure anglaise que Petroyan. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Par contre, pour moi, ça se vaut. Et même, Petroyan, pour moi, est un meilleur striker overall. Et j'inclus même l'anglaise, tu vois. Donc là, je vais être en désaccord. Par contre, c'est vrai que sa gestion de la distance peut, même face à un combattant d'élite tel que Petroyan, peut causer énormément de soucis. Et moi, je parle de gestion de la distance, je parle de contre, je parle du fait qu'il ait on va dire, des petits membres, même si face à un Sandhagen, on a vu que ça ne lui a pas empêché de placer des coups de pied retournés. Je pense que c'est peut-être ça qui va jouer et ce qui peut être intéressant en termes de pari. C'est-à-dire que si tu veux mettre de l'argent sur une décision unanime ou partagée en faveur de Sean O'Malley, c'est peut-être tentant. C'est clair, avec des odds pareils, c'est tentant. Ce qui va se faire mettre KO. En fait, tu vois, tu as cité Sandhagen, c'est un très bon exemple. Quand je vois ce qu'il a proposé face à Sandhagen, ce Petroyan, je vois pas ce que Sean O'Malley peut faire. Surtout qu'on a vu pour après, battre. C'était 5 rounds après. C'était 5 rounds, comme tu dis. Et aussi, voilà, c'est pour l'instant sa plus grosse défaite, on va dire, à Petroyan, c'est la revanche face à Sterling. Et quand tu vois Sterling, comment il a dû combattre pour gagner ce combat, tu te dis, ah ouais, est-ce que c'est pas la seule façon de battre Petroyan, c'est-à-dire le serrer fort et l'emmener au sol et prendre son dos et voilà, attendre. Très bonne question. On va voir si Sean O'Malley, en tout cas, ça va être le premier à outstriker sur 3 rounds Petroyan et avoir la victoire de cette façon. On en vient au pronostic pour ce combat-là. Qu'est-ce que toi tu penses de ce combat-là si tu veux donner un pronostic, un gagnant pour la communauté The GOAT? Moi, je vais donner un TKO de Petroyan au 3e round. TKO au 3e round, d'accord. Ouais. Quelque chose qui te fait dire ça en particulier? Ouais, les leg kicks, les middle et les high kicks. En fait, tout l'aspect où il va, on va dire, diversifier. Il va envoyer, je pense, des enchaînements voilà, de points pied. Et je pense que au bout du 3e round, ça sera trop pour Sean O'Malley. Il va se mettre en PLS et il va le finir en ground and pound. Excellent. Pour ma part, je vois une décision partagée en la faveur de Sean O'Malley. Le fait qu'il y ait 3 rounds, le fait que le premier round, on a un Petroyan, les 2 premiers rounds qui a besoin d'emmagasiner des informations pour s'adapter. Et volontairement, je suis sûr que Sugar Sean va envoyer des coups de n'importe comment, des feintes de n'importe comment. Et ça va prendre un peu plus qu'un round pour Petroyan pour s'adapter. Sachant qu'il a une très bonne gestion de la distance, je ne vois pas Petroyan le clip au menton. Parce que je trouve que c'est très compliqué on va dire, de toucher au menton un O'Malley, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Et je dirais que, pour moi, ça va aller, il va être short, il va revenir sur la fin du 2e, et qu'après, il y aura peut-être le dernier round, mais que ça ne sera pas assez, que ça va être serré. Je vois Sean O'Malley l'emporter par décision partagée. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un combattant très très évasif, Sean O'Malley. Et comme tu dis, ça va pas être si simple de le mettre KO non plus et de le toucher clean au menton ou à la tempe, mais en tout cas, sur le volume de coups qu'il va
sûrement se manger sur 3 rounds. Moi, je le vois pas résister. Mais t'as raison, combattant très évasif, c'est pas le combattant le plus simple à toucher. On verra les gars, donc vous avez nos pronostics. D'un côté, une victoire par TKO au 3e round de la part de Karl en faveur de Petr Yan. De mon côté, split decision en faveur de Suga Sean qui va lui propulser dans ce stardom, plan secret de l'UFC selon moi, et de Dana White. D'ailleurs, Dana White, petite aparté, a dit que c'était un combat qui avait la même magnitude que José Aldo, Conor McGregor. On a soufflé, je pense qu'on a soufflé. Ouais. On a tous soufflé. On a tous soufflé. On a tous soufflé. Il n'y a pas besoin, Dana, de vendre ce combat, il se vend tout seul, la carte se vend elle-même, il n'y a pas besoin de lâcher des déclarations qui nous font souffler comme ça. 2 combats suivant l'avant-dernier combat, du coup c'est le co-main event entre Aljamain Funkmaster Sterling et TJ Dillashaw. Là, ce qui est intéressant dans ce combat-là, bah c'est, on va pas se mentir, le fait que il y en a un qui revient, on va dire, qui est sur la rédemption, la voie de la rédemption. D'une très 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 grosse victoire face à Sandhagen. Voilà, très grosse victoire, mais surtout, j'allais dire, il revient sur la voie de la rédemption en étant un athlète clean. Est-ce que c'est quelqu'un, on sait Clean, je sais pas. Après, on espère. J'ai vu son physique, j'ai des questions, je me pose encore des questions. Moi, je regarde beaucoup de vidéos musculation sur YouTube et beaucoup d'athlètes de musculation te disent que doper une fois, doper toujours. Une fois que ça rentre dans ton corps, t'es plus jamais le même. Donc à voir. Il y a Sterling qui a dit qu'il est convaincu qu'il y a encore du micro-dosage qui est fait du côté de Dillashaw. Ce sont de grosses allegations, de grosses accusations. Une chose est sûre, j'ai vu une dernière photo. Je vais pas l'afficher ici, mais je le redirigerai vers dessus. Je sais pas si c'est sur l'Instagram de TJ Dillashaw, où on voit la shape de TJ. Il est extrêmement sec, mais j'ai envie de vous dire, quand on voit la shape de Sterling, surtout lors de son dernier combat face à Petr Yan, Sterling se disant qu'aussi il est nati, franchement, les deux, c'est pas choquant. Ça se discute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, voilà, ça, on va mettre de côté cet aspect-là, nous. On va parler vraiment du combat. Et donc, les deux reviennent d'une très, très grosse victoire chacun. Aljamain Sterling, il nous a fermé, nous les premiers, il nous a fermé notre bouche. Il a pris cette ceinture face à Petr Yan, il a fait le game plan parfait. Même si, d'accord, le combat n'est pas le combat le plus fun à voir. En tout cas, il a fait son taf, c'est un professionnel. Il a pris cette ceinture, il a fermé la bouche vraiment à tout le monde. Et Dillashaw, il est revenu, il a fait une guerre contre Sandhagen, il a résisté les premiers rounds, il s'est pas fait finir. Et dans les late rounds, il a pris le dessus et il a gagné le combat par décision. Une très très grosse guerre. Donc voilà, les deux, ils reviennent d'une très très belle victoire. Et je vais te demander de toi ce que t'en penses. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est super intéressant comme combat. Après, en termes d'armes et en termes de momentum, je pense pas que ce soit le meilleur moment. Je pense que le timing est mauvais pour TJ Dillashaw. Parce que là, on est face à un Sterling qui est en pleine confiance. On est face à un Sterling qui a su tout simplement maîtriser et grappiller de vrais rounds face à un Petr Yan où il a pu asseoir une certaine domination en contrôle. Contrôle que je pense qu'il va réussir à appliquer aussi sur TJ Dillashaw. Parce que s'il a réussi à l'appliquer sur un monstre comme Petr Yan, je pense qu'il va subir les mêmes choses. Il l'a dit dans le countdown, c'est lui qui va dicter où le combat va aller. Et je suis de cet avis-là. Je pense que ça va être très compliqué, à moins qu'on ait un Dillashaw des grands jours. Et malheureusement, des grands jours, il y a une astérix dessus, mais qui arrive, comme on l'a vu face à Barao, à tout de suite le toucher durement d'entrée dès les premiers rounds. S'il n'y a pas ce cas-là, ce cas de figure qui survient, pour moi, c'est du 30-70 en faveur de Sterling, du fait de ne pas se faire toucher au menton, je vois un Sterling dominer et pourquoi pas finir peut-être avant la limite un Dillashaw. Athlétiquement, mentalement, je pense que Sterling est à un meilleur endroit mentalement que son adversaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Moi déjà, je vois Sterling un petit peu sûr de lui, sur le fait d'aller où il veut dans le combat et de dominer dans le grappling Dillashaw comme il a fait à Petr Yan. Moi, je considère que TJ Dillashaw, c'est un combattant un peu plus, quand même, un peu meilleur au niveau de lutte grappling que Petr Yan. Ça se discute, mais voilà, c'est quand même un combattant qui a un très bon niveau. C'est un très bon lutteur. Ouais, c'est un très bon lutteur. Il est pas si simple à amener au sol, quand même, on va pas se mentir. Après, je pense qu'Aljamain Sterling, c'est un niveau au-dessus dans cet aspect-là. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, Dillashaw reste un meilleur striker, ça c'est sûr en tout cas. Et je pense que ça va être un combat serré, mais si vraiment Aljamain propose le niveau de lutte grappling
qu'il a fait qu'il a proposé dans son dernier combat, ça va être quand même dur pour DJ Dillashaw. Ça va être quand même très dur. Là, on est pas loin de la domination de Khabib en lightweight, au niveau grappling lutte, ce qu'il propose Aljamain depuis son dernier combat. Et s'il a ce niveau-là, ça va être un problème pendant quelques années. Ça c'est sûr. Parce que là, je vois pas. Est-ce que ça sera DJ Dillashaw qui va contrer ce grappling, cette lutte? Je sais pas. En tout cas, bonne chance. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme tu dis, moi, je suis à peu près d'accord avec toi. Je vois Sterling quand même avantagé. Malgré ce point d'interrogation là encore sur Dillashaw, des fois, voilà, il arrive dans des combats, il nous sort des surprises. On se rappelle face à Cody Garbrandt, il était mal en point après le premier round et il est revenu, il a choqué tout le monde. Il a mis KO Garbrandt et 2 fois. Mais voilà, même face à Sandhagen, il a résisté les premiers rounds. Après, il a dominé à la fin. Il a pris ce combat, il l'a volé, pareil. En tout cas, DJ Dillashaw, c'est quelqu'un qu'il faut jamais sous-estimer. Il faut jamais se considérer gagnant tant qu'on l'a pas fini. Et je pense que ça va être un beau combat. J'ai envie de dire que c'est le combat que j'ai le plus du mal à analyser des 3. Je trouve que c'est le plus serré, moi, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense pas que ça va être forcément serré. Parce que d'un côté, on a justement, paradoxalement, t'as dit que justement, il était assez serein. Les deux sont assez sereins de leur côté. T'as dit que Sterling, ça peut se comprendre. Parfois, il est peut-être en surconfiance. TJ Dillashaw, en tout cas, il y a une chose est sûre. Depuis avant que le combat soit signé et durant le build-up, il n'a fait que sous-estimer le striking de Sterling. On sait que c'est pas le meilleur, mais sous-estimer le striking d'un champion de MMA, faut quand même y aller doucement. Parce qu'il peut quand même... Oui, c'est pas Sandhagen à côté. Oui, il ressort d'une guerre face à Funkmaster, faut pas oublier. Il ressort d'une guerre face à Sandhagen. Funkmaster, faut pas oublier. Il y a une certaine confiance de la part de TJ Dillashaw à se dire je peux encaisser des frappes encore au haut niveau. Mais là, attention, moi je parle des changements de niveau surtout. Parce que là, c'est du MMA. Bien sûr. Et en termes de MMA, comment est-ce qu'il va réagir à ça? Bien sûr. Et quand je dis Funkmaster... On connaît, des fois il envoie des coups très peu orthodoxes, et ça, on connaît, on sait à quel point ça peut surprendre. Il suffit de faire une feinte de takedown pour après, envoyer un overhand du droit. Il suffit de donner son dos puis se retourner spinning back fist. Il y a des coups comme ça en MMA, tu vois, faut toujours faire attention. Il y a toujours cet aspect de coups peu orthodoxes qui peuvent, si ça touche à un certain endroit, ça peut direct changer la donne. Funkmaster, parce qu'il est adepte de ce genre de coup, Sterling, il aime beaucoup le spinning back fist, de ce genre de coup-là, se baisser et envoyer le high kick, des choses un peu pas très orthodoxes. D'ailleurs, TJ Dillashaw aussi, il aime beaucoup ce coup. Il se baisse, il fait semblant d'aller prendre ta jambe et bam, il envoie un high kick, tu vois, voilà, d'une manière assez souple, assez étrange, et souvent c'est quelque chose d'efficace. Les deux le font, les deux l'ont déjà fait en tout cas. Mais ouais, ça va être intéressant à voir. Après, comme je te dis, pour moi, le striking avantage Dillashaw et grappling lutte avantage Sterling. Ce qui, voilà, je réinvente rien, c'est assez logique ce que je dis. Mais voilà, on va voir la clé, ça va être qui va réussir à emmener le combat là où il veut. Et je pense que Sterling, il a l'avantage pour ça. C'est là l'avantage, sans parler du fait qu'il a quand même placé des coups de genoux, sautés et autres, qui ont beaucoup perturbé en termes de choix de défense. Son dernier adversaire qui était Petr Yan. Est-ce que tu dois défendre le takedown? Ah bah non, en fait, c'est le coup de genou sauté. Est-ce que c'est le coup de genou sauté? Ah bah non, en fait, c'est le takedown. On va voir si en termes de clinch, il a la même pression et la même force dans les transitions et dans les amener au sol que Petr Yan, un TJ Dillashaw. Mais ça, j'en doute. Ça, j'en doute, sachant que lorsqu'on a un athlète et qu'on arrête de prendre un certain type de produit, après, je parle pas par expérience, mais d'après mes observations, notamment lui, le PO qui prenait, c'est compliqué on va dire, de reperformer à un très très haut niveau. C'est pour ça que là, j'en arrive au pronostic. Toi, qu'est-ce que tu penses des pronostics de ce combat-là, pour les pronostics finaux? Moi, je vois une soumission de Sterling au 2e round. D'accord. Je vois un choke, quelque chose du genre de Sterling au 2e round. Après, ou prendre le dos de TJ Dillashaw, ou le contrôler au sol, puis amener la soumission gentiment après un joli contrôle, des jolis passages de garde. Je le vois finir le combat par soumission au 2e round. Je vois pas TJ Dillashaw, je le vois pas s'en sortir face à un tel niveau de grappling lutte. Écoute, j'irai dans ton sens en termes de victoire. Je vois un Sterling l'emporter par décision unanime. Voilà, ok. Parce que tu le vois plus contrôlé, dominer au sol sans forcément finir. Exactement, je le vois grappiller des rounds, être too much
en termes d'athlétisme, en termes de rythme, en termes de pression, en termes de physique. En fait, je pense que là, c'est beaucoup un sport de puissance, le MMA. Et je pense que pour ce niveau-là, on va ressentir que le mental y est, l'envie y est pour TJ Dillashaw, mais physiquement, il ne sera pas au poids. C'est mon avis. Je pense qu'athlétique, le delta est beaucoup trop grand entre les deux combattants. La différence. En tout cas, moi, malgré ce pronostic, je précise, pour moi, c'est un des combats les plus serrés. Je suis vraiment pas sûr pour celui-là, on verra. En tout cas, ça va être un très beau combat. Temps d'arriver au prochain alors. Ouais, alors attends. Doucement, on monte en puissance. Mais ouais, non, ça va être un très beau combat. Moi, je suis pressé de voir. Ça va être, je pense, pour les gens qui aiment bien analyser techniquement les combats, ça va être intéressant. Très, très intéressant. Eh ben, écoutez, là, c'est nos pronostics. Victoire par soumission deuxième round. D'un côté pour Karl, moi, décision unanime pour la même personne, Aljamain Sterling. Donnez-nous vos pronostics en commentaire, on a hâte de voir, et aussi vos analyses, voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas, quels sont vos contre-arguments, vos analyses. On a hâte d'écouter et de lire tout ça en commentaire. On arrive au clou du spectacle. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué à analyser. J'ai demandé à pas mal d'analystes en off, d'autres youtubeurs et autres, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Même indécis, c'est compliqué. Hein. On va essayer de faire une analyse, de regarder les faits, factuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut analyser en termes de statistiques, en termes de pression, en termes d'aspect mental, où sont les deux athlètes? Et là, on en arrive à Charles Oliveira, le champion, qui est l'underdog à plus 155, et Islam Makhachev, qui est le favori à moins 180. C'est quand même assez équilibré. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est Islam Makhachev le favori. Est-ce que tu es d'accord avec les bookmakers? Moi, je suis absolument pas d'accord avec les bookmakers. Alors là, c'est vraiment la surprise, je pense, des odds de cette UFC. Pourquoi Islam Makhachev est favori sur Charles Oliveira? Est-ce que c'est juste le palmarès, qu'il y en ait un, il ait eu qu'une défaite et l'autre plus de défaites? Ce serait très très étrange si c'était vraiment basé que sur ça. Sachant que Monsieur Oliveira a quand même décimé le top 5 de la catégorie depuis que Khabib n'est plus là. Alors on peut les citer, Chandler, Poirier, Gaethje, ils ont tous été finis. C'est pas allé à la décision, ça a pas été, ils ont tous été finis. Il les a tous finis avant le gong. Donc moi je comprends pas. Islam Makhachev, il a jamais fait face à tant d'adversité. Je pense pas qu'il y ait un combattant aujourd'hui dans le roster, mis à part peut-être John Jones, si on considère, bon, pour moi, lui, tant qu'il revient pas, je le calcule plus trop, mais mis à part John Jones, ou même aller peut-être Kamaru Usman, je vois pas qui a fait face à plus d'adversité que Monsieur Charles Oliveira aujourd'hui à l'UFC. Il a prouvé face aux meilleurs dans la KT, dans la KT où il y a le plus de niveau aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui, après la défaite de Kamaru Usman, c'est lui le numéro 1 pound for pound, c'est lui le GOAT en ce moment, pas le GOAT ever, mais le GOAT en ce moment. Après le départ de Khabib, pour moi c'est Oliveira, et je pense que c'est un gros manque de respect qu'il soit l'underdog dans ce combat. Bah écoute, je suis de ton avis, hein. Moi personnellement, globalement, je pense qu'il y a un peu de sous-estime du côté du peuple. C'est peut-être parce que là, on n'est pas en France, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu tout l'effet Khabib, le phénomène Khabib. Je l'ai vu vraiment très respecté là-bas. Il y a eu l'effet Abdulmanap aussi, qui a beaucoup choqué les gens. Et la relève, il y a le projet du père. Et les gens se disent qu'il va passer sur un Charles Oliveira. Est-ce que ça va se passer comme ça? Qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que lui, il l'a dit plusieurs fois dans plusieurs interviews, que Islam, il a dit clairement son plan et personne ne pourra l'en empêcher. Il va l'emmener au sol, il va être sur lui, il va lui causer des dégâts, il va le soumettre, il va le finir là. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? C'est la clé du combat. La clé du combat, c'est est-ce que Makhachev va réussir à amener au sol Oliveira? Je pense qu'il peut le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il va l'amener sans se manger un choke, sans se manger une guillotine, sans se faire retourner, sans se mettre en danger en fait. Est-ce qu'il peut l'emmener avec assez de moyens pour pas se faire retourner, pour pas se manger une mauvaise soumission? C'est là toute la question. Parce que pour moi, aujourd'hui, peut-être que je le sous-estime. Tu me diras ce que t'en penses, toi. Pour moi, Makhachev, il peut pas striker avec Oliveira. En tout cas, pas sur 5 rounds. Impossible. Charles Oliveira, il a beaucoup plus d'armes en striking. Charles Oliveira, il a un menton solide. Il a quand même fait face à Poirier, Gaethje et Chandler. Et voilà, les trois, il était en danger. Il s'est mangé des mauvais coups. Mais les trois, il est revenu, il a fini le combat. C'est incroyable. Aujourd'hui, Charles Oliveira,
je vois pas comment il peut être underdog. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a décimé les 3 gros contenders de la KT. Là, il lui donne le 4. Il a décimé le 1, 2, 3. Là, il lui donne le 4, Makhachev. Et la grosse différence, c'est que les 3 autres, c'était des KO artistes. C'était des mecs qui mettaient des KO. Même si c'est des combattants vraiment complets. Hein. Très bonne guillotine de la part de Poirier. On connaît les armes qu'ils ont. Mais là, on a un gars. Il en a mis très peu. Je sais pas s'il en a mis un à l'UFC ou plus, mais il en a mis très peu des KO Makhachev. C'est plus quelqu'un ou qui va dominer, qui va gagner par décision, ou qui va se finir au sol en soumission. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai du mal à voir Makhachev soumettre Oliveira. Mais comme on disait, attention, s'il le sonne, là c'est possible. S'il le sonne et qu'il continue, il va avec lui au sol et qu'il le soumet, là c'est... Sachant que les autres ils voulaient pas, hein. Quand il le sonnait, ils voulaient pas aller au sol. Ils respectaient trop son jiu-jitsu. Ils voulaient pas se mettre en danger. Mais ouais, non, pour moi, Makhachev, ça va être très compliqué pour lui de soumettre Oliveira et même de le mettre KO. Et c'est là, en fait, où moi, j'en arrive à ma conclusion. Pour moi, Makhachev, pour gagner ce combat, il doit faire ce que Sterling a fait face à Petroyan. Juste le mettre au sol, rester sur lui et avoir du contrôle au sol. Malheureusement, pour moi, ça paraît... c'est la façon la plus ennuyante de gagner, mais pour moi, c'est comme ça qu'il doit gagner. Je suis peut-être pessimiste, mais je le vois pas gagner autrement, ce combat. Bah écoute, moi là, je vais revenir sur ce que tu as dit, notamment sur l'anglaise, hein, et le striking, les mains très lourdes de Charles Oliveira. Moi, ce qui m'a mis d'accord, c'est notamment ces 2 derniers combats où là, déjà, face à Chandler, ce crochet gauche bionique, je m'y attendais pas. Je savais pas que Charles Oliveira avait ça en lui, en termes de puissance de transfert de poids. Puis ensuite, ce direct du droit, même pas préparé, qu'il a balancé au menton de comment il s'appelle ? De Gaethje, justement. De Gaethje, et qu'il a complètement sonné. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la non-préparation de ses coups. C'est-à-dire qu'il arrive à envoyer ces coups-là, même pas sans préparer en amont avec des feintes, il touche directement la cible. Et ces coups-là, il les envoie après s'être fait sonner. Avec une précision. Pour te dire le mental du bougre. Ouais. Le mental du bougre. C'est trop. Avec une précision chirurgicale. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que, parce qu'on sait que pour combattre, là, les derniers combats de Charles Oliveira, les 2 combattants ont passé la foudre. C'est-à-dire que les 2 combattants ont pris des coups lourds. Est-ce que tu penses que Islam Makhachev va pouvoir éviter cette phase où il prend des coups lourds? Parce qu'on a l'impression qu'il faut que, pour mettre en danger un Charles Oliveira, faut prendre 1 ou 2 coups lourds et ensuite après le maîtriser. Est-ce que tu penses que le menton de Islam va subir et va tenir face à la dynamite qu'a dans les points un Charles Oliveira? C'est une question intéressante. Moi, je pense que Makhachev, bon, déjà, c'est des faits, il s'est déjà fait mettre KO à l'UFC. Une fois. Par un Brésilien, voilà. Avec une main lourde. Voilà. Maintenant, je pense qu'il peut éviter le KO largement. Je pense qu'il peut largement amener le combat au sol. Mon problème, c'est pas de dire est-ce qu'il va réussir à l'amener au sol. Je pense qu'il va réussir et je pense que Oliveira va même pas forcément chercher à tout prix rester debout et à défendre la lutte, sachant à quel point il est à l'aise sur son dos. Moi, la question, c'est après. Lorsqu'il l'a amené au sol et qu'il est dans sa garde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, ça va être un combat de grappling, ce combat, en fait, finalement. Avec un grappleur offensif qui est Makhachev, c'est le style du sambo. C'est un grappling un peu offensif. C'est des gros lutteurs. Les gars qui viennent du sambo, ils ont une très très grosse lutte, une très belle lutte. Ils ont des beaux balayages comme un peu au judo. Tu vois, ils sont assez complets à ce niveau-là pour amener leur adversaire au sol. Maintenant, quand il est au sol sur lui, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est là tout le combat, je pense. Le combat, il va se faire là. Quand Makhachev va être sur Oliveira, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est toute l'analyse qui doit être faite. Est-ce qu'il peut déjà passer sa garde sans se faire retourner? Est-ce qu'il va rester sur lui? Et pour moi, il doit faire un combat ennuyant. Pour moi, il doit essayer de trouver une position avantageuse, marquer des points, envoyer du grand end pound sans trop en envoyer pour s'exposer à un retournement ou s'exposer au fait que Oliveira se relève, tu vois. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce qu'il va réussir à le garder au sol sans se faire soumettre, sans se faire retourner, sans se mettre dans une position dangereuse? Pour moi, ça va être vraiment un combat d'échecs au sol. Pour moi, c'est ça. Après, ça, c'est dans le cas où je considère que son game plan, c'est ça, c'est de l'emmener à tout prix au sol. Mais maintenant, s'il veut rester debout et striker, je le vois vraiment en danger. Faut vraiment faire gaffe. Oliveira, il a pas que des points, on parlait de ses points. Il a des très beaux front kicks aussi.
il a pas mal d'armes. Hein. Il a pas mal d'armes et attention, je sais pas pourquoi on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez, je trouve. Les coudes d'Oliveira, c'est quelque chose. Les coudes d'Oliveira à ne pas sous-estimer. C'est vrai que moi aussi, je serais très surpris. Hein. Je sais pas toi, ce que tu ferais dans ce cas de figure-là. C'est Islam arriver à soumettre un Oliveira au premier round. Ah, mais si Islam... Attendez. Si Islam soumet Oliveira, j'achète tout de suite le t-shirt de Khabib. If Sambo was easy, it will be called Jiu-Jitsu. Je l'achète. Voilà. C'est bon. Voilà. Hop, c'est réglé. Je l'achète le t-shirt. C'est bon. Voilà, si, je vous le dis, si aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais la nuit du samedi au dimanche, ou non, en fait, la nuit tout simplement samedi soir, parce que c'est à Abu Dhabi, si Makhachev soumet Oliveira, j'achète ce t-shirt. Ou s'il n'existe pas, je prends un t-shirt tout noir et je le floque en blanc. Je floque la phrase en blanc. En prime time. Ouais, non, ce serait choquant de voir ça en prime time. Voilà, pour revenir un peu sur tous les propos que tu as dit, c'est vrai que c'est là, statistiquement, c'est-à-dire que nous, on parle de factuellement, en termes de ce qu'on peut palper. On essaie d'être très peu dans l'approximatif. Statistiquement, il y a très peu d'éléments qui me disent que Charles Oliveira ne va pas causer extrêmement de dégâts à Islam Makhachev. En tout cas, dans le premier round. Pour moi, la seule manière d'éviter ça, c'est le coller contre la cage, d'être frustrant, de faire un combat extrêmement frustrant. Et je pense que Khabib va pas prendre le risque et va conseiller à Islam de faire ça. Ah, mais c'est le game plan. Le game plan, c'est de l'emmener au sol, dans une position où on n'est pas en danger, face à un choke, à une guillotine, à un ankle lock, quoi que ce soit. C'est ça. Quel est le gameplay si ce n'est pas ça? Je pense que c'est la seule façon de gagner aujourd'hui Charles Oliveira quand t'as le niveau de lutte de Makhachev. C'est ce qu'ils doivent chercher. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a eu un déclic chez Oliveira, c'est que maintenant, c'est la gagne à tout prix. Avant, c'était pas ça. On a pu le voir hein, dans on va dire, ce tricky game qu'il a joué face à Poirier où il a accroché ses gants, qui est totalement illégal. Il a réussi en une fraction de seconde à retourner le combat et l'arbitre n'a pas pu le voir. Ce genre d'état d'esprit-là, qui est tricky, qui gagne à tout prix, en fait, pour moi, c'est simple. Si je devais décrire la situation, j'aurais plus peur d'être enfermé dans une cage pendant 5 minutes face à un Charles Oliveira qu'un Islam Makhachev. Voilà comment est-ce que je décrirais la situation. Pourtant, tu vois, c'est te dire que là, on parle d'Islam Makhachev comme c'est costaud. C'est quelqu'un qui terrorise la KT. C'est monstrueux. C'est pour te dire à quel point on voit où est Oliveira aujourd'hui. Oliveira, dans son prime, il est à un niveau stratosphérique, mais on comprend même pas en fait. Et c'est pour ça que je te dis, si Makhachev aujourd'hui soumet Charles Oliveira, ben c'est le nouveau Khabib. Vous pouvez le mettre maintenant en premier pound for pound hein, s'il y arrive. Vous pouvez le mettre direct après le combat dans le KT. Facile, aucune discussion. Je pense qu'il passe devant Volkanovski et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Volkanovski et l'UFC se sont mis d'accord pour qu'ils prennent le gagnant, c'est officiel. C'est officiel, Volkanovski va prendre le gagnant d'Islam Makhachev pour devenir le double champ et tenter d'obtenir cette deuxième ceinture à l'UFC. Et ça on en parlera dans une autre vidéo, je pense qu'il fait une grave erreur Volkanovski, mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, donc là, le fait qu'il y ait ce choix-là, c'est qu'il sait déjà Volkanovski qu'en cas de victoire potentiellement d'un Charles Oliveira, il sait que sa place de numéro 1 pound for pound, elle va switcher. Il le sait, ça. Mais même Oliveira, ouais, c'est... Enfin... Après, bon, Volkanovski, il mérite quand même ce qu'il a fait dans sa KT, c'est quelque chose. Mais pour moi, Oliveira, malgré tout, ça se joue à rien, mais il a quand même plus d'adversité. Il mérite quand même plus. Il mérite quand même plus la place de numéro 1. Mais bon, c'est pas là le débat. On va pas sortir du sujet. Depuis la victoire de Charles Oliveira face à Poirier, dans laquelle j'avais donné Poirier vainqueur, et il a mis d'accord tout le monde en l'étranglant, au premier ou au deuxième round, je sais plus, je savais que c'était juste le déclic qu'il me fallait pour savoir que je ne reparierais plus jamais face à ce contre-cheveu Charles Oliveira-là. Et ça m'a donné raison par la suite, face à Gaethje. Et donc, moi, je sais que face à un monstre, face à Islam, il y a quand même du très très lourd du côté de Charles Oliveira. Et vu qu'on en arrive au pronostic, je peux donner déjà le mien, parce que vas-y. Je vais donner le mien. C'est compliqué à dire, hein, mais moi, je vois un Charles Oliveira gagner par décision. C'est-à-dire que je le vois tout simplement... Et là, c'est compliqué de se dire que face à un robot comme Islam Makhachev, c'est pas quelqu'un qui perd des rounds. Ça n'existe pas, ça. Chez dans le coin, a.k.a. notamment dans la manière de combattre d'un Khabib ou autre, dans leur team, c'est pas des mecs qui perdent des rounds, loin de là. Mais je vois mal un Charles Oliveira, quoique, il peut le finir en vrai, je dis n'importe quoi, il peut totalement le finir, mais par respect. Tu vois, dans mon ego, je veux pas que ce soit aussi spectaculaire. Je peux pas le croire, ce serait complètement fou qu'il le finisse Islam Makhachev au premier round comme il l'annonce, mais je vois par respect
pour Islam, tout simplement une victoire par décision unanime de Charles Oliveira. Voilà ce que je vois. Comme tu l'as dit, ces gars-là, venus des montagnes du Daghestan, ils perdent pas de round. C'est des robots. Depuis qu'ils ont 5 ans, ils mènent une vie tellement dure. Au niveau même, je parle d'entraînement physiquement. Moi, je vois vraiment Islam Makhachev gagner par décision unanime après un combat un peu décevant où il est sur Oliveira et il n'arrive pas à finir. Mais où il domine quand même, il est dessus. Il gagne des temps de contrôle sur lui. Toi, tu le vois pas du tout se faire rocked, tu le vois pas du tout se faire titiller au menton, tu le vois pas du tout prendre des... On va ramener la citation de Je Justin pense que je suis un Gaethje, peu subjectif. Je pense que c'est parce que moi, j'adore ce combattant. En fait, j'aime les deux, hein, mais moi, Makhachev, depuis le début, c'est mon poulain, tu vois. Je le vois monter peu à peu. Et même quand il y avait encore Khabib, hein, c'était un gars que je kiffais. Et cette citation tu penses quoi de la citation de Justin Gaethje où il dit, je te coupe, se faire frapper par Charles Oliveira au menton, c'est comme se faire électrocuter à la langue par une charge à je ne sais pas combien d'ampères. Est-ce que ça, tu penses que ça, c'est pas quelque chose qui te donne un indicatif comme il a quand même dit, Justin Gaethje, hein, qui est dans le mix. Je vois un Charles Oliveira rouler sur Islam. Moi, ça c'est pas un indicatif pour toi de... Si. Je pense que beaucoup de gens voient ça et la Ouais. plupart des gens voient ça. Même moi, je vois bien... Je sais que ça peut arriver, je sais que c'est compliqué, mais je vois... je sais pas, je vois Makhachev faire ce que, en fait, a fait Sterling face à Petr Yan, tu vois. Je le vois arriver, en tout cas, dans les phases debout, dans les phases de clinch plus, tu vois, à emmener au sol Oliveira et à tout faire du moment où il l'a amené au sol pour pas être dans la mauvaise position, voilà, dans sa tête, il va pas laisser traîner son cou, tu vois, et ni ses membres, que ce soit bras, jambes, cou. Je pense que, voilà, il va faire un combat de contrôle, un combat de gestion. Et je pense que ça fait des mois qu'il se prépare pour faire ce type de combat. Et voilà, et je pense qu'il va gagner comme ça. Mais j'espère qu'il va faire ça. Et j'espère qu'il va pas s'enflammer et commencer à tenter de faire du kickboxing face à Charles Oliveira. J'espère. Alors, moi, en direct, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du podcast. Je change mon pronostic. En live, je change mon pronostic. C'est-à-dire que moi, j'acknowledge ce que tu viens de dire. Ouais. Mais tous les adversaires... Moi, j'ai une théorie, les gars. J'ai une théorie. Donc là, je voulais te dire, ça allait être Charles Oliveira à la décision. Mais pour moi, maintenant, ça va être Charles Oliveira, premier round, soumission, étranglement. Il fait dormir Islam parce que Islam ne va jamais taper. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai une théorie. Tous les adversaires d'Islam jusqu'à présent étaient impressionnés. Par l'aura du Daghestan, l'aura, la team Khabib, tout ça, le projet du père, ils étaient impressionnés, ils avaient peur du phénomène. C'est la première fois que je vois un combattant à la personne de Charles Oliveira complètement serein, insolent et avec une envie de correction sur un jeune homme, jeune enfant. Écoute, Et c'est pour ça que moi, je vois clairement, je sais pas, en fait, je vois pas Charles Oliveira gagner à la décision. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je le vois gagner par soumission. Premier ou deuxième, mais je dirais plus premier round. moi, je suis d'accord avec toi. Si on dit que Charles Oliveira gagne, je vois pas que pareil, je vois pas par décision. Maintenant, moi, Makhachev, je pense qu'il peut la prendre la décision. Ouais, bien sûr. Je pense bien sûr. tu vois, bien sûr. c'est plus probable qu'il gagne par décision que par finish. Ouais, non, bien sûr. Parce qu'on le voit pas sonner Oliveira, on le voit pas le sonner. Parce que pour moi, pour qu'il le soumette, faut qu'il l'ait sonné avant, comme je te dis. Parce que, pareil, il est face à un monstre. T'es sur Oliveira dans sa garde. Je sais pas comment tu peux le soumettre s'il est pas sonné. Si c'est pas manger 5 coups de coude dans la mâchoire avant, mais... Pourquoi? mais Parce qu'il est approximatif. Est-ce que tu as déjà vu Makhachev? Parce qu'il il a fait quelques erreurs par moment. Il y a des vidéos qui commencent à ressortir. Parfois, il a tendance à donner un peu son dos. Tu fais une erreur au sol face à un Charles Oliveira, t'es mort. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe tu viens d'où, peu importe comment t'es balèze, t'es mort dans le film. Par contre, je T'es vois mort pas... dans le film. Non, mais c'est clair. En T'as pas le 5 droit à rounds, l'erreur. en Non, mais... 5 rounds, il va jamais donner son dos, tu penses? Non, mais c'est clair. T'as pas le droit à l'erreur. C'est ce que je te dis. Il doit faire un combat... Il doit être parfait. Il doit pas faire une erreur au sol. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, on est d'accord sur ça. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant... voilà, Makhachev, il a une très très bonne lutte, voilà, un très très bon sambo.
très très bon grappling. Voilà, en général, le grappling, moi je l'utilise pour dire, c'est en général c'est lutte plus jiu-jitsu plus tout le reste au sol et en clinch. Mais si tu veux, tu regardes le combat face à Arman Tsakurian, l'Arménien. Ouais. C'est un combat intéressant. On peut l'analyser ce combat avec Tsakurian contre Makhachev. C'était la première fois où Makhachev il faisait face à un lutteur de très très haut niveau, de niveau olympique. Hein. Et c'était un combat très serré. C'était un combat de lutte. Bon, on aurait dit un combat de lutte. Tu vois, il y avait presque aucun striking. Mais c'était serré. C'est... Plusieurs fois, Tsakurian pour te couper. Il le retourne. Il a pris parfois le dos. C'est le jeu. Islam s'est rejoint. Voilà. Moi, ça, c'est le jeu de la lutte. Tu vois. C'est comme une danse un peu. Exactement. Mais Oliveira, il est pas dans ce style-là de grappling. Il est pas dans ça. Il prend ton dos, c'est mort dans le film. Regarde ce qu'il a fait à Poirier. Mais est-ce qu'il va réussir à lui prendre le dos? Pas sûr. Parce qu'il est pas dans ce style. Moi, je pense pas que c'est... Tu vois, il faut faire gaffe aussi. Là, je peux pas être d'accord avec toi parce que regarde ce qui s'est passé. Regarde la manière dont il a pris le dos de Justin Gaethje. C'est pas Justin Gaethje. Justin Gaethje, il était pas censé se faire prendre le dos à ce moment-là. Mais t'as vu, on va dire, c'est une transition de jiu-jitsu qu'il lui a fait pour lui prendre le dos. C'est pas une transition lutte. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais est-ce que t'avais la dextérité avec laquelle ça s'est fait? Bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais pas le droit à l'erreur. Pareil pour Poirier. Poirier, ça devait pas se finir comme ça pour Poirier. À aucun moment, Poirier devait perdre par soumission et encore moins se faire étrangler comme ça debout. En fait, je te dis, c'est que pour moi, c'est simple. C'est juste des statistiques. Statistiquement, sur 25 minutes, il y a au moins 1 ou 2 fois, et c'est largement suffisant, où il y aura un Charles Oliveira qui aura la possibilité de prendre le dos d'Islam, et là, je pense que c'est mort dans le film. Bon, les gars. Je pense que c'est mort dans le film. Ça se discute pas. Statistiquement, Charles Oliveira est notre favori à nous, malgré ce que disent les odds de l'UFC. Maintenant, si c'était que des statistiques, les sports et les sports de combat plus spécifiquement, ce serait pas intéressant à analyser, pas intéressant à regarder. Maintenant, moi, les gars, je vois l'upset. Je vois Islam Makhachev gagner par décision. Je le vois dominer. Okay. Maintenant, pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, c'est fini. Le plus dangereux, c'est Oliveira dans le combat. Ça, c'est un fait aussi. Le plus dangereux, celui qui a le plus d'armes pour finir, c'est Oliveira. Maintenant, voilà, bonne chance aux deux. Dites-nous ce que vous pensez, les gars. Dites-nous vraiment ce que vous pensez. Ça va être vraiment intéressant. Moi, je vois un finish premier round de soumission. Beaucoup d'engouement. Un finish du Brésilien, les gars. C'est ça que Sigma voit un finish du premier round. C'est ce que je vois. D'Oliveira, moi je vois. Après, on verra. Et c'est ça qu'on aime chez ce combat-là, c'est que c'est du 50-50. C'est vraiment du 50-50. En vrai de vrai, personne ne sait ce qui peut se passer. Ce qui me fait aller dans ce sens-là, lui, c'est la manière robotique et certaine. Justement, c'est la certitude d'Islam Makhachev en combat. Moi, c'est la certitude mentale et le regard de Charles qui m'a tout simplement convaincu. Et son palmarès parle pour lui-même. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Les deux sont des monstres. On va se régaler samedi en prime time. Quelle carte. En direct d'Abu Dhabi. Quelle carte. On n'oublie pas, petite remarque aussi, on est derrière Manon Fiorot pour son combat. Exactement. Elle a un très très gros combat, c'est le plus gros de sa carrière. Et on va être derrière elle. Et moi, voilà, j'ai pas de doute. Je pense que niveau striking, elle est au-dessus de son adversaire. Elle dirige droit vers la ceinture. Donc ça, c'est très, donc très ça lourd. aussi à voir, pas les gars. Hein. On va commencer l'event tôt. Hein. On va se mettre tôt devant l'écran. Très tôt, les gars. Sur ce, les gars, continuez à... Et les filles aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui suivent. Attention, attention, je crois qu'on est à 5% de filles environ, comme ça. Il faut voir, ça a dû évoluer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au TikTok. Important, les gars, on balance aussi. Twitter, Instagram, commentez, likez. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui consomment nos podcasts, mais qui n'ont pas appuyé sur le bouton abonner. Les gars, mettez un petit like et abonnez-vous. Ça coûte rien. Nous, ça nous donne de la force. On continue à vous mettre du contenu super lourd, des stories du GOAT, des interviews, des futurs champs. Je mettrai les gants avec les meilleurs boxeurs français, meilleurs combattants de MMA, combattantes aussi. On verra ce que ça va donner. Ça va être chaud, tu vois. Donc voilà, on va mettre les gants. On va faire plein de choses sur cette chaîne-là. On vous redirige sur tous ces contenus dans la chaîne. Et sur ce, on vous dit le mot de la fin, les gars. Peace, les gars. Peace. Way to go.